Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, la situation sécuritaire demeure explosive dans plusieurs régions du pays. Dans le centre comme dans l'Artibonite, les gangs poursuivent leurs exactions, commettant des actes terroristes et incendiant églises, maisons et plantations paysannes. Parallèlement, de la région métropolitaine de Port-au-Prince, certains quartiers ayant connu un léger répit redeviennent les cibles privilégiées du groupe armé Vivre Ensemble. Plusieurs attaques ont été signalées au cours du week-end et dans la matinée de ce lundi. Alors que la situation s'aggrave, les autorités restent silencieuses quant à un éventuel rétablissement de l'ordre dans ces zones. Dans le même temps, les autorités américaines annoncent que la force de répression des gangs est désormais opérationnelle. Toutefois, la réalité sur le terrain montre un manque d'action concrète pour inverser la tendance. L'ancien militaire Ashley Larac est avec nous ce soir sur le plateau pour livrer son analyse d'une situation qui ne cesse de se détériorer. Monsieur Larac, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. La situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. Dans l'Artibonite, dans l'Ouest, la situation est toujours difficile, on va dire. Malgré la transformation de la mission multinationale en une force de répression des gangs, les résultats aujourd'hui ne sont pas encore là. Lorsque vous voyez ce tableau sécuritaire, d'ailleurs on en parle tellement ici à Métro News, notamment avec vous, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Bon, moi ma perception à moi de la chose, de la transformation du MSS en force de répression, et j'ai noté deux choses. La convention, du moins la résolution de l'ONU n'a pas parlé de terroristes. Ils ont parlé de gangs. Alors qu'avant, ils avançaient que les Haïtiens, les gangs étaient les terroristes. Donc c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Ensuite, je peux tirer une seule conclusion. Et, puisque nous avons vu des soldats kenyans mourir, enfin, perdre leur vie à cause, durant certaines opérations, du matériel perdu aussi, nous pouvons imaginer très simplement que la force kenyane s'est dit, écoutez, compte tenu que la police nationale n'a pas nettoyé ses écuries, puisque nous savons que 80% de la police est pourrie, et presque à la solde des gangs, et ceci a été démontré par plusieurs choses d'ailleurs, et compte tenu que ce fait met en danger les soldats kenyans eux-mêmes, ils ont probablement sollicité, avec preuve à l'appui, qu'une mission menée conjointement avec la police nationale est une mission suicidaire. Parce qu'ils vont payer le pot cassé des policiers qui sont déjà corrompus et qui avertissent les gangs. Nous avons vu plusieurs blindés livrés, pas interceptés par les gangs. Ils ont été livrés, vraisemblablement. Donc, il est normal que la force internationale, pour ne pas continuer à perdre ses soldats, demande une certaine autonomie d'action. Donc, je m'attendais à ce genre de choses pour qu'ils puissent avoir des résultats. Parce que continuer à travailler de concert avec la police nationale sur un terrain et subir les mêmes pièges qui sont tendus à cette même police par les policiers eux-mêmes ou leurs alliés, c'est ridicule pour cette force. Vous avez effectivement soulevé le fait que cette force veulent travailler avec leur autonomie. Par contre, dans un communiqué paru récemment, il y a la force de répression des gangs qui, selon ce communiqué, commence déjà à travailler notamment conjointement avec la PNH et les FADH. Elle dit conjointement, mais la résolution est claire. Elles sont indépendantes de décisions. Elles peuvent prendre des décisions sur le terrain indépendamment de la police nationale. Elles ont leur autorité d'action. C'est ce qui est clair. C'est ce qui, d'autre part, est dangereux pour nous aussi si nous n'établissons pas une feuille de route. Et c'est ce qui a été demandé au gouvernement ici. Il est normal que les forces étrangères qui sont impliquées sur la situation haïtienne aujourd'hui, telle qu'elle se présente, avec les dangers et dont certains policiers eux-mêmes sont responsables, ne veulent pas travailler
de concert avec la police. Ils se disent, laissez-moi agir seul, je pourrai faire le travail. Donc c'est une réaction normale. Elle est dangereuse pour nous en tant que pays, puisque les membres, le gouvernement haïtien n'a pas encore de feuille de route et de plan stratégique correct. Donc c'est une décision mitigée par le citoyen que je suis, et en tant que porte-parole de l'association militaire. Je comprends la réaction internationale, je ne comprends pas celle de mes autorités, parce qu'il faudrait qu'il y ait une feuille de route. Et jusqu'à présent, nous ne voyons pas d'effort à avoir cette feuille de route pour leur donner les règles d'engagement que nous acceptons ici. Et vous croyez qu'aujourd'hui, avec cette transformation de la mission multinationale, une force de répression des gangs, certes, il y a des avantages, des inconvénients, on va dire, mais est-ce qu'on va, ou bien est-ce qu'on va aller vers des résultats plus concrets, c'est-à-dire au moins commencer à rétablir la situation sécuritaire? Écoutez, nous allons voir très rapidement s'ils ont leur autonomie d'action, ce qu'ils vont pouvoir faire. Et il n'est que d'attendre. Je ne peux pas préjuger du résultat, ne sachant pas quels sont leurs objectifs réels, puisque nous savons que dans le bassin de la Caraïbe, là maintenant, les États-Unis qui vont constituer, qui sont actuellement les premiers donateurs, ont des intérêts très particuliers, surtout que le Venezuela est une menace pour eux. Les Chinois, ils sont en train de prendre possession de beaucoup de pays de la Caraïbe en termes économiques. Donc ils ont une menace certaine dans le bassin de la Caraïbe. Donc leur intérêt géopolitique est probablement d'avoir une station avec des alliés dans le bassin de la Caraïbe. Donc Haïti serait l'espace idéal pour eux. Donc, compte tenu que leurs objectifs, nous ne les connaissons pas vraiment, nous ne savons pas quelles seraient les méthodes appliquées et quel est le résultat qu'ils veulent obtenir. Est-ce qu'ils veulent effrayer les gangs pour qu'ils retournent dans leur bastion et attendent qu'ils repartent? Est-ce qu'ils vont effectivement faire un nettoyage complet? Et nous ne pouvons pas préjuger de ce qu'ils vont faire. Nous espérons seulement que ce soit fait avec la collaboration, la coopération, bien sinon sous la supervision de responsables militaires et policiers. Et aujourd'hui, les exactions que commettent davantage les gangs, est-ce que vous croyez que c'est une manière pour eux de dire que, bon, nous n'avons pas peur de la force de répression des gangs, nous continuons nos exactions librement au vu et au su de tout le monde? Écoutez, la situation d'insécurité favorise beaucoup de monde dans un secteur que nous ne connaissons pas. Les trafiquants de drogue, très certainement. Le nouveau commerce de trafic d'armes et de munitions, très certainement. Et toutes sortes d'autres trafics de biens, meubles immeubles, parce qu'on ne peut plus réclamer des propriétés qui ont été volées. Il n'y a aucun moyen de faire des poursuites judiciaires, de faire des constats ou des choses comme ça. Les jugements n'ont pas lieu, puisqu'il y a impossibilité pour la justice de fonctionner. Donc ça favorise énormément un secteur délinquant. Donc les intérêts multiples. Tout ce groupe d'intérêts, quel que soit l'objectif de leurs intérêts, leur champ d'intérêt, vont accentuer les prises de possession pour rendre plus difficile le déménagement des gangs de certains bastions. C'est-à-dire, plus ils prennent le territoire là maintenant, plus ça va prendre du temps pour les déloger. En effet. Et c'est une logique que je trouve être implacable, mais simple. Aujourd'hui, à l'approche aussi de la date du 7 février 2026, d'ailleurs date à laquelle que le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement devrait remettre le pouvoir à des élus. Et entre-temps, on parle quand même d'élections. Certes, le référendum constitutionnel n'aura plus lieu, mais les élections se maintiennent selon les autorités. Est-ce que dans ce contexte, vous voyez la réalisation des élections? Écoutez, moi j'ai toujours été pour la réalisation des élections. Je ne pense pas qu'on devrait continuer à pénaliser les collectivités qui n'ont aucun problème à cause de l'Ouest et de l'Artibonite. Je pense que c'est une logique très simple. Le problème du CPT là maintenant, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc il n'y a aucune balance dans la gouvernance.
il y a un CPT qui décide de tout avec l'international, il n'y a aucun contre-pouvoir haïtien. Si nous voulons avoir un contre-pouvoir, parce que de toute manière, nous allons avoir un autre système provisoire. De toute manière. Donc, et ce provisoire qui va s'installer bientôt, quel contre-pouvoir nous allons avoir en face? Alors que, si des élections ont été effectuées dans les collectivités où il n'y avait pas de problème, même s'il s'agit d'un consensus politique admettant qu'il y ait la moitié de quantité de députés qui devraient être élus, ensuite les magistrats, sans les hauts cartels, enfin le magistrat simple, des AZEC, des CASEC, des délégués de ville, nous aurions pu former un contre-pouvoir légitime. De plus, vous savez que traditionnellement, les pouvoirs locaux, le vote concernant les pouvoirs locaux est toujours influencé par les acteurs de la présidence. Puisque ce sont les gens qui sont plus proches de la présidence qui seront votés dans les collectivités. Alors que si nous avions d'abord les collectivités de voter, ils auraient influencé dans le sens contraire. Nous aurions eu une présidence plus légitime avec des votes et des gouvernances locales qui seraient porteuses de certains modernismes et très certainement de ce que nous prônons depuis longtemps et un agenda différent de la politique, une décentralisation réelle. C'est donc sur ces mots que nous mettons fin à cette interview. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir. Merci. Merci encore. Voilà donc l'analyse de l'ancien militaire, également porte-parole de l'Association des militaires d'Haïti, Ashley Larac. Il était l'invité de Maître Nos ce soir.